tous, il est 7 h à Paris, 8 h à Tel Aviv. Dans l'actualité, ce matin, l'enquête sur les attentats de Paris progresse. 5 terroristes identifiés, tous français. Et quelques jours avant les attaques, ils ont loué un appartement à Bobigny. Mais le 8e homme est toujours en fuite et la traque se poursuit. Opération de police massive en Belgique hier. Salah Abdeslam n'a pas été retrouvé. 2 autres personnes ont été mises en examen. Le commanditaire, lui, aurait été identifié. La police belge sur les traces d'Abdelhamid Abaoud, vu pour la dernière fois en Syrie. C'était au mois d'octobre. Et puis, ce moment d'unité à Versailles, le président de la République face aux parlementaires devant le Congrès. François Hollande a annoncé hier la riposte politique à ces attaques, frapper plus fort en Syrie et modifier la Constitution. Enfin, le président recevra ce matin John Kerry à l'Elysée au centre des discussions, la lutte contre Daesh. François Hollande a annoncé hier qu'il rencontrerait dans les prochains jours Vladimir Poutine et Barack Obama pour parvenir à une grande et unique coalition contre l'EI en Syrie. Bienvenue à tous. Avant de développer ces titres, de nouveaux raids ont démarré à l'aube sur le fief de l'État islamique en Syrie. Comme hier, c'est Raqqa qui a donc été visé par les bombardiers de l'armée française. Voilà, on y reviendra évidemment tout au long de cette édition. L'enquête, elle, avance. On connaît désormais l'identité de presque tous les terroristes. Je vous le disais, 5 noms, 5 visages, tous français. Le 8e homme est toujours en fuite. Il pourrait s'agir de Salah Abdeslam, celui que la presse belge a rebaptisé l'ennemi public numéro 1, et donc toujours dans la nature. Myriam Aman. Molenbeek, Bruxelles, 10 h du matin. Des dizaines de policiers prennent place dans cette rue. Objectif, retrouver Salah Abdeslam. L'opération vise particulièrement cette habitation où des personnes seraient retranchées, peut-être même le suspect recherché. Vers 11 h, la police arrête un individu et l'embarque après avoir pris soin de dissimuler son visage. Son identité n'a pas été précisée, mais le parquet fédéral de Bruxelles est clair, il ne s'agit pas d'Abdeslam. Le suspect numéro 1 dans les attentats de Paris est toujours dans la nature. C'est la 2e opération d'envergure depuis vendredi dans cette même commune de Bruxelles. Samedi, 7 personnes ont été interpellées. 5 d'entre elles ont été relâchées ce lundi, dont le frère de Salah, Mohamed Abdeslam. Un autre membre de cette fratrie, Ibrahim Abdeslam, est l'un des kamikazes des attentats de Paris. Celui qui s'est fait exploser dans un bar, boulevard Voltaire. 3 autres terroristes morts en perpétrant les attentats sont désormais formellement identifiés. Bilal Adfi, un Français de 20 ans qui résidait lui aussi en Belgique. Il se serait lui aussi rendu en Syrie pour combattre dans les rangs de l'État islamique. Au moins 3 djihadistes ont perpétré le massacre du Bataclan. Parmi eux, Samia Mimour, 28 ans, originaire de la banlieue parisienne. Parti en Syrie il y a 2 ans, il était visé par un mandat d'arrêt international. Comment a-t-il pu rentrer en France sans éveiller de soupçons? 3 de ses proches sont aujourd'hui en garde à vue. Un autre membre du commando du Bataclan, un Français de 29 ans, Omar Ismail Mustafaï, a été identifié. 7 de ses proches sont toujours en garde à vue. Enfin, un passeport syrien au nom d'Ahmad Al-Mohammad, 25 ans, a été retrouvé près du corps de l'un des kamikazes du Stade de France. Le document est authentique et porte un tampon grec. Le détenteur du passeport est donc bien entré en Europe par la Grèce le 3 octobre dernier avec des centaines d'autres migrants. Reste à savoir si le document appartient bien aux terroristes. L'enquête cherche également à établir le commanditaire des attentats. Il serait basé en Syrie et serait belge ou ayant en tout cas vécu en Belgique. L'une des pistes est celle d'Abdelhamid Abaoud, le chef de la filière syrienne en Belgique, qui a réussi à échapper à la descente de police en janvier dernier à Verviers. Mais il n'est qu'une piste parmi d'autres. Alors justement, qui est ce fameux Abdelhamid Abaoud, le commanditaire présumé des attentats? Le nom de ce djihadiste belge est cité dans au moins 4 projets d'attentats depuis le début de l'année. Il a notamment été en contact avec Mehdi Nemmouche, Mathias Inbar. Abaoud aurait été visé par une frappe française en Syrie
au mois d'octobre. Oui, il aurait échappé à ce raid. Barbara, on s'arrête donc ce matin sur sa personnalité, sur qui il est. Ça serait donc un Belge originaire de ce quartier, de Molenbeek, et donc le commanditaire présumé de cette opération, et surtout le financier, le cerveau, le commanditaire de ce commando. Alors, il apparaît comme le donneur d'ordre et donc le financier, et donné pour mort à plusieurs reprises, notamment après un raid à Raqqa, justement, la capitale de ce califat de l'État islamique. Il demeure introuvable depuis. Nous avons retrouvé des images de lui, de sa vie, de la manière dont il s'est filmé avec une GoPro sur son chapeau. Vous allez le voir, finalement il demeure, et vous allez le voir, surtout l'entendre, pour lui le djihad est devenu une raison d'être, comme s'il avait tiré un trait sur son passé. Écoutez. Avant, subhanallah, on tractait des jet skis, des quads, des motocross, des grosses remorques remplies de bagages, remplies de cadeaux pour aller en vacances. Maintenant, alhamdoulilah, fisabilillah, dans le sentier d'Allah, subhanahu wa ta'ala, on traque les mourtad, les kuffars, ceux qui nous combattent, qui combattent l'islam. On est là. Tu peux filmer maintenant. Allahu Akbar, tire mon frère. Alors les koufars, pour lui, ce sont des infidèles en français, des infidèles musulmans. Un ton de leader et surtout très peu de respect pour les morts, je viens de le dire, en contradiction presque avec les valeurs proposées par le Coran. Réécoutez. C'est un jeu. Il faut savoir ce que vous faites avec une VR6 sur la terre du Chem. Masha'Allah. On fera des braquages à Damas, Inch'Allah. Masha'Allah, Masha'Allah. Le djihad est devenu presque un jeu. Dernier son et dernière manière de comprendre la personnalité d'Abaoud. Pour ce qui concerne mon frère, nous ne savons pas où est-ce qu'il se trouve actuellement. Nous ne savons pas. Voilà, non, ce n'était pas évidemment Alors, Abaoud. dans cet extrait, dans le dernier extrait dont je parle, tout simplement dit ces derniers sont les ennemis de l'islam et c'est dommage de mourir pour une cause qui n'est pas celle d'Allah. Il parle de civils musulmans en Syrie. Et puis on sait également que les 5 terroristes identifiés seraient tous passés par la case Syrie. Oui, tous français, Omar Mostefaï, Bilal Hatfi, je cite leurs noms, Salah Abdelsam et Ibrahim Abdelsam. Sami Aminour surtout aurait donc transité par la Syrie entre 2013 et 2015. Et ce qu'il faut remarquer, selon les premiers éléments de l'enquête, Barbara, c'est que la plupart d'entre eux sont restés quelques jours, quelques semaines, voire quelques mois tout au plus. Pas le temps de se former, en tout cas à être un commando, mais surtout suffisamment pour le maniement de ces armes de guerre, les Kalachnikov, et suffisamment surtout pour porter un gilet explosif, comme on l'a vu lors de ces attentats de Paris vendredi soir. Merci Mathias. Et puis en Belgique, l'enquête bat son plein. 2 nouvelles arrestations hier. Et Mohamed Abdelslam est ressorti libre de sa garde à vue. Il est le frère d'un des kamikazes, Brahim, et de l'homme le plus recherché du moment. On l'a dit, Salah. Il a parlé hier à la presse, affirmant notamment qu'il ne savait rien des intentions terroristes de ses frères. Maintenant, pour ce qui concerne mon frère, nous ne savons pas où est-ce qu'il se trouve actuellement. Nous ne savons pas, avec les tensions qu'il y a, s'il ose se rendre ou pas à la justice. Mais vous devez savoir qu'il a grandi ici, il a étudié ici. C'est un garçon tout à fait normal. Un garçon tout à fait normal. Et ce qui apparaît donc au fil de l'enquête, c'est bien que la Belgique est au centre du dispositif terroriste. Dans l'œil du cyclone, un quartier, celui qu'on vient de voir, Molenbeek, dans la banlieue bruxelloise. Pour la 4e fois en 18 mois, la piste d'un attentat déjoué ou réussi est passée par ce quartier populaire. Molenbeek, plaque tournante du djihadisme européen. C'est signé Gabriel Nolin. Molenbeek, véritable plateforme du terrorisme. Pauvre et avec une importante population originaire de Turquie et du Maroc, Molenbeek s'est forgé une réputation de bastion de l'islam radical en Europe. Lieu de passage de nombreux terroristes, ce quartier de Bruxelles apparaît comme un point central du terrorisme européen. Mehdi Nemmouche y a séjourné avant d'attaquer le musée juif de Bruxelles et Ayoub El-Kazani, le terroriste du Thalys, s'est quant à lui procuré des armes. En janvier, les autorités belges avaient déjoué une tentative d'attaque contre 2 commissariats de Bruxelles, fomentée là encore par des habitants de Molenbeek. Un lien avec le terrorisme qui remonte aussi dans le temps. Un des commanditaires des attentats de Madrid de 2004 y aurait également vécu. De même pour l'auteur de l'assassinat du commandant Massoud en Afghanistan en 2001.
Le quartier se distingue aussi par son rôle dans le recrutement de jeunes pour le djihad en Syrie et en Irak. Le groupe salafiste Sharia for Belgium, implanté dans la commune et qui militait pour un califat en Belgique, en avait fait sa spécialité. Une action efficace. Proportionnellement à sa population, la Belgique est le pays d'Europe qui fournit le plus de djihadistes en Syrie et en Irak. Et la radicalisation de Molenbeek ne faiblit pas. Samedi et dimanche, plusieurs perquisitions y ont eu lieu, en lien avec les attentats de Paris. Les premiers éléments de l'enquête semblent établir un lien entre le quartier et le carnage de vendredi soir. Parmi les assaillants tués identifiés, l'un d'eux était un Français y ayant vécu. Autre information sur le fil des événements de vendredi, que s'est-il réellement passé? Le déroulé est désormais plus clair. Joseph Emmanuel. Il est 21h20 quand une explosion retentit au Stade de France. François Hollande assiste au match amical France-Allemagne. Il est immédiatement exfiltré. 2 corps sont découverts à la hauteur de la porte D. L'un est celui du kamikaze portant un gilet d'explosifs, l'autre celui d'un passant, littéralement soufflé par l'explosion. Cet homme était à quelques mètres de l'explosion. Quelques minutes avant, il se retrouve face à face avec le terroriste dans les toilettes d'une brasserie. Il dit avoir vu un homme barbu dégoulinant de sueur. Une fois à l'extérieur, les 2 hommes se sont même cognés l'un à l'autre, 10 secondes avant l'explosion. 21h25, 10e arrondissement de Paris. Un véhicule noir s'arrête face aux terrasses du Petit Cambodge et du bar Le Carillon. Des témoins parlent de 2 hommes. Les 2 sont armés de Kalachnikov. Ils ouvrent le feu et tirent durant 3 longues minutes, à 30 reprises. Avec calme, les hommes remontent ensuite en voiture et repartent. Depuis l'avenue Parmentier, les sirènes des ambulances déchirent la nuit parisienne. L'attaque a fait une quinzaine de morts. 21h30 au Stade de France, alors que le match continue, une 2e explosion retentit, porte H cette fois. Un autre kamikaze s'est fait exploser. 2 minutes plus tard, nouvelle fusillade, cette fois dans le 11e arrondissement, à 500 mètres de la première attaque. C'est la terrasse du café La Bonne Bière qui est visée. 5 personnes sont abattues. Nouveau carnage à 21h36, soit 4 minutes plus tard. Un véhicule noir, rue de Charonne cette fois, devant le restaurant La Belle Équipe. Même scène d'horreur. 2 hommes sortent Kalachnikov en main et tirent au hasard. Puis ils repartent. Des blessés agonisent. Des passants tentent d'aider comme ils peuvent. À terre, 19 personnes sont en train de mourir. 21h40, un kamikaze se fait exploser dans une brasserie du boulevard Voltaire. Une personne est grièvement blessée. 15 minutes sont passées depuis la première fusillade rue Alibert et les enquêteurs pensent que le même commando est responsable de ces 4 attaques. 2 frères, Brahim et Salah Abdel-Salam. Brahim serait le kamikaze du boulevard Voltaire. Il se serait fait exploser après avoir tué une 40aine de personnes avec son frère, Salah, devenu l'homme le plus recherché de France. C'est au même moment qu'une polo noire s'arrête devant la salle de concert du Bataclan. Un témoin a raconté avoir repéré cette voiture 2 heures plus tôt. À 21h30, le témoin quitte le restaurant. Les 4 hommes de la polo sont toujours là. Quand le témoin apprend les explosions au Stade de France, il tente de joindre la police. 80 appels sans succès. 21h40, les 4 hommes s'arrêtent devant le Bataclan. Ils sont très lourdement armés, font irruption dans la salle. 1500 personnes assistent au concert. Des rafales se font entendre. Les jeunes islamistes abattent méthodiquement les spectateurs. C'est le chaos qui règne. La panique s'empare de chacun. Certains réussissent à s'enfuir. D'autres s'accrochent aux fenêtres, comme cette femme enceinte qui aura finalement la vie sauve. Moins d'un quart d'heure après le début du carnage au Bataclan, à 21h53, un autre kamikaze se fait exploser à 400 mètres du Stade de France, cette fois sans faire de victimes. Au Bataclan, c'est toujours le carnage et près de 2 heures passent avant l'intervention de la BRI et du RAID. L'assaut est lancé à minuit 30. Un terroriste est tué par la police. 3 se font exploser. Le massacre aura duré presque 3 heures et les survivants décriront des scènes cauchemardesques. À l'intérieur de la salle, près de 90 corps gisent dans leur sang. La France est blessée. Paris est meurtri. Et alors que de nombreuses zones d'ombre s'éclaircissent, on vient de le voir, eh bien le mystère demeure autour du commando du Stade de France. Enquêteurs et experts tentent de comprendre pourquoi, alors qu'ils auraient pu provoquer un carnage et une panique mortelle, eh bien les 3 kamikazes se sont fait sauter finalement dans des lieux isolés. Myri, élément de réponse avec vous.
Alors on va se remettre dans le contexte. On est vendredi soir, il est 21h. Ce soir, c'est le match France-Allemagne, un match amical. Le président de la République est dans les tribunes, ainsi qu'une délégation allemande. Et bien sûr, les télévisions sportives. L'immense majorité des 80 000 spectateurs sont également installés, prêts à applaudir ce match. Alors c'est à ce moment-là que les terroristes ont tenté en fait de pénétrer dans le Stade de France, l'un dans le secteur Est, l'autre dans le secteur Nord. Et à cette heure-là, eh bien, il n'y a que 3 issues qui sont ouvertes. Alors, sous leur manteau, on le sait, des gilets explosifs, et le plan paraît évident, s'introduire dans le Stade de France, se mettre dans les tribunes et devant les caméras sportives et le président de la République, se faire sauter et faire un maximum de victimes. Mais ils n'arrivent pas, Barbara, à entrer dans le stade. Pourquoi? Eh bien, parce qu'ils n'ont pas de billets. Ils se font tout simplement refoulés. Et c'est à ce moment-là qu'ils décident de changer de stratégie, de changer leur plan d'action. Voilà, et donc toute la question, c'est de savoir pourquoi ce plan-là, pourquoi être parti, s'être un petit peu éloigné et s'être rendu à des endroits où finalement il n'y a pas grand monde. Alors, ils auraient pu en fait attendre la fin du match et la cohue de sortie se faire exploser. Il y a plusieurs hypothèses qui expliquent ceci. Alors, il est possible qu'ils aient cherché un lieu plus fréquenté, qu'ils n'en aient pas trouvé, qu'ils avaient ordre de se faire exploser à une heure précise, ce qu'ils ont fait. Et imaginez s'ils avaient attendu finalement la fin du match, eh bien, il aurait été fort à parier que les spectateurs ne soient pas évacués du stade. Pourquoi? Parce que le carnage à l'Est parisien était déjà en cours, ainsi que la prise du Bataclan. Donc, il y aurait eu une chasse à l'homme et ils auraient pu se faire repérer. Il y a aussi, vous savez, ce 3e kamikaze qui s'est fait exploser plus loin et plus tard. Eh bien, les experts, les enquêteurs pensent que lui devait se faire exploser au moment de la panique due aux explosions dans la tribune, qui n'ont pas eu lieu, et donc il était à proximité du RERD et faire de nouveau là un nouveau carnage qui a échoué. Merci pour ces précisions. Et après l'enquête, la réponse politique. Soucieux de marquer l'unité nationale, le président Hollande a annoncé devant le Congrès à Versailles une rencontre prochaine avec Obama et Poutine, des moyens renforcés pour la justice et la police, et a proposé la révision de la Constitution pour l'adapter aux situations de terrorisme. Léa Berdugo. Nous sommes en guerre. Ces mots sont revenus tel un leitmotiv dans le discours de François Hollande. Une guerre contre Daesh, il a nommé l'ennemi. Le président de la République s'est exprimé d'un ton ému et grave. Il a rappelé la mémoire des victimes, notre pays est en deuil. Une manière d'introduire toutes les mesures que souhaite le chef de l'État. En premier lieu, l'intensification des frappes en Syrie. L'objectif, détruire Daesh. Les actes de guerre de vendredi ont été décidés, planifiés en Syrie. Ils ont été organisés en Belgique, perpétrés sur notre sol avec des complicités françaises. La France intensifiera ses opérations en Syrie. Pour gérer cet état de guerre, François Hollande a annoncé, comme prévu, une prolongation de l'état d'urgence de 3 mois. Dès mercredi, le Parlement sera saisi d'un projet de loi. Cependant, ce n'est pas assez pour le président de la République française. Il appelle à une modification de la Constitution. Nous sommes en guerre. Mais cette guerre, d'un autre type, face à un adversaire nouveau, appelle un régime constitutionnel permettant de gérer l'état de crise. Cette révision sera accompagnée de 2 mesures, la possible déchéance de nationalité en cas d'attaque à la nation ou de terrorisme, et l'interdiction à un binational de revenir sur le territoire s'il constitue un danger. Côté diplomatique, le chef de l'État a annoncé rencontrer Barack Obama et Vladimir Poutine dans les prochains jours. Il a également demandé au Conseil de sécurité des Nations Unies de se réunir dans les plus brefs délais pour obtenir une résolution témoignant d'une unité de la communauté internationale qui fait cruellement défaut. Dror, que faut-il retenir du discours de François Hollande, d'abord sur le plan intérieur? Mais écoutez, Hollande a en fait affirmé que la lutte contre le Daesh, qu'il s'agit de détruire, il ne s'agit pas de le contenir, mais de le détruire. Il a été très clair là-dessus, et bien que cette lutte sera onéreuse et elle sera longue. Onéreuse, ça implique donc une augmentation très nette des crédits pour la sécurité, pour la justice, pour la défense, avec cette phrase quand même tout à fait remarquable: le pacte de sécurité pourrait l'emporter sur le pacte de stabilité. Ça veut dire que les priorités sont complètement inversées. Il y a
une inversion de l'ordre des priorités. Et un président qui voulait jusqu'à la semaine dernière être jugé sur sa capacité à inverser les courbes du chômage, eh bien là, il sera jugé sur autre chose, sur sa capacité à faire en sorte que les Français se sentent en sécurité. Puis deuxième point, c'est un combat de longue haleine, tellement long que l'état d'urgence va être prolongé de 3 mois, certes, mais même ça, c'est pas suffisant aux yeux du chef de l'État. Il faut changer la Constitution. Donc, quand on change la Constitution, eh bien la lutte contre le terrorisme, elle s'inscrit dans une très longue durée. La Constitution, en principe, ça ne change pas ou ça change très peu. Plusieurs décisions également en matière de politique étrangère. En matière de politique étrangère, on aura retenu cette petite phrase concernant la lutte contre le Daesh. Assad, le président syrien, ne peut pas être l'issue. Mais l'ennemi, c'est le Daesh. Donc, en d'autres termes, Assad n'est pas l'ennemi. On sait que les Français ont insisté, François Hollande lui-même, à plusieurs reprises, sur le fait que Assad devait partir. Là, il y a un très net changement. Assad, on peut s'accommoder d'Assad parce qu'Assad, c'est pas l'ennemi. C'est pas Assad qui assassine des clients aux terrasses des cafés ou des jeunes qui vont assister à un concert de rock. Donc là, il y a une inflexion et peut-être à la clé donc un rapprochement avec Vladimir Poutine et là aussi. Brièvement, pour finir, les réactions de la classe politique. L'opposition a affirmé que la modification de la Constitution n'était pas nécessaire, n'était pas utile. Donc très clairement, Barbara, il n'y a pas d'union sacrée. Cette union sacrée qu'espérait le pouvoir en place est déjà fissurée. Merci Dror. François Hollande recevra également ce matin John Kerry à l'Elysée, au centre des discussions. La lutte contre Daesh en Syrie, on vient de l'annoncer. Le président a en effet évoqué hier qu'il rencontrerait dans les prochains jours Poutine et Obama pour parvenir à une large coalition contre lui. Océane Nicole. Ensemble, nous vaincrons Daesh. La détermination est de mise pour le secrétaire d'État américain, arrivé lundi soir en France pour témoigner de la relation forte entre les deux pays. Devant une ambassade américaine illuminée aux couleurs de la France, John Kerry a rappelé son soutien à François Hollande, un soutien qu'il a exprimé en français. Les États-Unis et la France sont plus que jamais liés et sont prêts à unir leurs forces pour combattre le terrorisme, 4 jours après les attentats revendiqués par l'État islamique. And so the violence, the terror, the senseless murder of 132 people. La violence, la terreur, le meurtre absurde de 132 personnes et les blessures infligées à une centaine d'autres personnes, ceci n'est pas seulement un attentat sur la France. Mais après des attentats brutaux au Liban, en Irak et ailleurs, c'est un attentat sur notre raison et nos objectifs collectifs. C'est une attaque sur la civilité elle-même. Un appel à l'union lancé par le président français. Lundi en congrès exceptionnel et devant 326 sénateurs et 577 députés. François Hollande l'a martelé. Une grande et unique coalition est nécessaire pour contrer l'État islamique. Il s'agit d'aboutir à des résultats convaincants dans la lutte contre le terrorisme. Cette coalition sera donc au cœur des discussions entre François Hollande et John Kerry. Les deux pays sont des alliés incontournables pour cette coalition militaire. L'État islamique représente la même menace pour la France et les États-Unis. Ce lundi encore, le groupe terroriste a appelé à de nouvelles attaques visant les alliés de la France, en tête de liste Washington. Et puis il y a également l'hommage, évidemment. Avocats, profs, musiciens, barman ou ingénieurs, ils ont trouvé la mort lors des attaques de vendredi. Leur identité, leur visage, leurs histoires commencent à ressurgir. Julia Ganancia. Ils étaient avocats, enseignants, musiciens, barman ou ingénieurs, français, belges, algériens ou espagnols. À un concert au Bataclan, à la terrasse d'un restaurant ou devant le Stade de France. Leur vie a été fauchée brutalement vendredi soir lors des attentats. Leur identité et des fragments de leur vie sont peu à peu dévoilés. Elle se faisait une joie depuis des semaines d'assister au concert. Aurélie de Peretti, 33 ans, a perdu la vie vendredi soir dans l'attaque du Bataclan. Cette passionnée de musique, infographiste de formation, avait spécialement fait le déplacement depuis Saint-Tropez où elle habitait. À Neuilly, beaucoup connaissaient leur visage, leur sourire. Pierre Innocenti, 40 ans, et Stéphane Albertini, son cousin, ont eux aussi perdu la vie dans la fusillade du Bataclan. Ils étaient respectivement gérants et chefs de salle du restaurant italien Livio, une institution dans cette ville des Hauts-de-Seine où venaient quelquefois des célébrités. Lola Saline, 28 ans, était elle aussi dans la salle de concert. Son père, Georges Saline, a participé activement à sa recherche. Jamila Oud, 41 ans, compte-t-elle parmi les victimes de la rue de Charonne. En terrasse, lorsque les terroristes arrosent de balles le restaurant La Belle Équipe, elle est fauchée alors qu'elle célèbre son anniversaire avec des amis.
Originaire de Dreux, installée à Paris depuis de nombreuses années, elle travaillait pour une enseigne de prêt-à-porter. Elle laisse derrière elle une fille de 8 ans. Autant de vies fauchées en quelques secondes. Aujourd'hui, les Français leur rendent hommage. Et en ciblant les terrasses de café de l'Est parisien et le Bataclan, les terroristes ont frappé une génération, celle désormais rebaptisée Génération 13 novembre, Génération Bataclan. Des trentenaires en train de construire leur vie professionnelle et familiale. Une population qui ne jure que par la mixité sociale, l'ouverture, l'art et une envie, celle de célébrer la vie. Rudy. Oui, ils s'appelaient Valentin, Noémie, Guillaume ou encore Caroline et ils incarnent, comme le disait New York Times, un certain art de vivre, un certain art de vivre à la française, celui tout simplement de célébrer la fin de semaine entre amis, un vendredi soir d'aller à un concert de rock, une génération de jeunes actifs urbains travaillant dans des domaines artistiques ou dans le monde de la communication, une jeunesse très connectée et surtout tournée vers les autres, assez pacifiste, que Libé donc a justement, on le voit, appelé dans la une d'hier la génération Bataclan, un terme repris par Manuel Valls hier sur RTL. Les terroristes, une nouvelle fois, ont voulu s'attaquer à la France, au peuple français, à la jeunesse. Beaucoup de jeunes sont morts. On parle assez justement, au fond, d'une génération Bataclan. Voilà, il y avait des monteurs vidéo, des chefs opérateurs, à l'image de Guillaume B. Rochef, qui était journaliste spécialisé dans la musique rock et qui écrivait aux Rock. Beaucoup de membres du staff d'Universal, de France 24, de Canal+, ou de D17 ont été touchés. Pour comprendre ce qu'est réellement la génération Bataclan, il suffisait de regarder Canal+ hier à midi. Daphné Burki, la journaliste qui incarne justement cette génération Bataclan, ouvrait très touchée et très touchante son émission. Regardez. Bonjour, bienvenue dans la nouvelle édition. Nous sommes lundi 16 novembre 2015. Je m'appelle Daphné Burki, je suis parisienne, je suis française. Sur mon bras, il est tatoué Paris. Paris, ma ville dont je suis fière, celle où l'on danse, celle où l'on s'instruit, celle où l'on s'embrasse, celle qui est libre. Une autre phrase tatouée, Don't stop me now. Ne m'arrêtez pas maintenant, ne m'arrêtez jamais. Je devais aller hier soir au Bataclan écouter du rock, les Deftones. Ce soir, j'allais à Bercy secouer ma tête sur les Foo Fighters. Je fais partie de cette génération qu'ils ont voulu anéantir vendredi. Ils ont pris mes amis, nos amis. Ce n'est que partie remise. N'ayons pas peur, gardons la tête haute et soyons solidaires. La nouvelle édition se joint à la peine immense des familles des victimes. Alors ce qui est marquant dans cette génération Bataclan, c'est que finalement les bourreaux et les victimes sont de la même génération, des jeunes nés au courant des années 80, dans le courant des années 80. C'est ça qui quelque part choque justement, c'est qu'on est dans des violences qui impliquent des trentenaires avec d'une part des gens qui se sont construits très très loin de l'idée de la guerre, très très loin de l'idée de la violence et dans le pacifisme, et de l'autre une génération, une certaine génération qui a grandi dans la haine de l'autre et la haine de la France. Et c'est la même génération qui se retrouve autour de ces dramatiques victimes de la même génération. Merci pour ces précisions. On se quitte pour un nouveau point complet sur l'actu. On se retrouve juste après. Nous sommes de retour sur le plateau de cette édition spéciale consacrée aux attentats de Paris. On poursuit par cette phrase: le terrorisme peut frapper de nouveau. Manuel Valls l'a déclaré hier sur RTL. Des opérations du groupe État islamique se préparent encore, et pas seulement contre la France. On écoute le Premier ministre. La vérité, la lucidité nous oblige à dire, nous le disons, je le dis depuis des mois, que nous sommes en guerre face au terrorisme, et que le terrorisme peut frapper, a frappé, même si nous avons évité de nombreux attentats, peut frapper et peut frapper de nouveau. Ces jours-ci ? Ces jours-ci, dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent. Je ne dis pas cela pour faire peur, mais pour que chacun soit pleinement conscient. Face à la guerre contre le terrorisme, face à la guerre que nous mène le terrorisme, il ne faut balayer d'emblée aucune réflexion, aucun outil pour protéger les Français. Nous avons déjà des outils par rapport à ceux qui sont sur ce fichier S, puisque je veux rappeler que dans le cadre de la loi sur le renseignement qui a été adoptée il y a encore quelques jours, et malgré d'ailleurs certaines contestations, nous avons décidé de rendre possible la filature électronique permanente des personnes dont la dangerosité est avérée et peuvent être contrôlées par un juge. Donc, nous allons examiner toutes les possibilités, nous n'écartons aucune solution.
Et c'est sous cette épée de Damoclès que plusieurs grands événements organisés dans les prochaines semaines prennent une toute autre dimension. Comment protéger les participants au tournoi sportif ou à la COP21? Un véritable défi à relever pour le ministre de l'Intérieur, Betsabé. Exactement, la COP21 qui se tient dans seulement 2 semaines. Au menu, pas seulement le climat, mais aussi 195, pas moins, délégations donc du monde entier, car elle aura bien lieu, cette COP21, a affirmé Laurent Fabius, mais avec bien sûr des mesures de sécurité renforcées et même, comme l'a annoncé le Premier ministre sur RTL, la COP21 à Paris sera réduite à la négociation. Quant aux concerts et aux manifestations festives qui devaient avoir lieu, toutes ces manifestations annexes, eh bien tout simplement elles sont annulées. Il y aura aussi autre événement majeur dans quelques mois, un peu plus de temps, l'Euro de foot qui aura lieu du 10 juin au 10 juillet dans 10 villes. 2,5 millions de spectateurs, 8 millions de fans qui vont venir de toute l'Europe. La sécurité est notre défi majeur, ce sont les mots du président de la société d'organisation de la compétition dans Le Parisien. En effet, à l'intérieur, c'est l'organisateur qui prend en charge la sécurité. Alors, il doit faire appel à des sociétés privées, spécialisées. Le Stade de France, par exemple, aura besoin de plus d'1 millier de stadiers, des stadiers qu'il faut former, sensibiliser, et avec ce risque, eh bien, que des économies, peut-être, soient faites sur ce poste de dépense. Avec un autre défi de défense aussi pour ces matchs, celui des fan zones. Exactement. Alors, les fan zones, ce sont là où les supporters, avant et après les matchs, eh bien, regardent les autres matchs. Donc des gros rassemblements, des fan zones toujours très difficiles à sécuriser puisqu'à l'inverse des gradins, ces cibles potentielles eh bien, sont ouvertes. Elles sont dans la rue, qui plus est dispersées et souvent bondées. On attend par exemple entre 80 et 100 000 personnes au pied de la Tour Eiffel à Paris. Bref, encore plus compliqué que la sécurisation d'un stade. Or, les fan zones sont, elles, de la responsabilité des municipalités, des villes. Ce sont elles qui doivent mettre en place un système de sécurité et donc payer, et ce qu'elle rechigne à faire régulièrement. Quant à l'État, jusqu'à présent, son attitude était de dire ce n'est pas de ma responsabilité, mais peut-être que les attentats de vendredi vont changer la donne et peut-être qu'il va participer à cette sécurisation des fan zones. Évidemment, voilà pour la France, des grands rassemblements qui inquiètent aussi à l'étranger dans toute l'Europe. Alors dans toute l'Europe, d'abord 7 euros par exemple, et puis par exemple, autre manifestation, eh bien en Italie, on a peur parce qu'il y a le jubilé en Italie, on sent qu'on est directement visé par la menace djihadiste. Voici la une de la Stampa hier. On a peur que le jubilé soit le moment où il y aura des attaques. Le jubilé, c'était 30 millions de visiteurs la dernière fois. Et donc, c'est un défi pour Rome de sécuriser cet événement, d'autant que la police et l'armée à Rome ne sont pas vraiment habitués à bosser ensemble. Ouais, merci Betsabé. La menace terroriste pèse donc sur toute l'Europe. La Turquie a annoncé ce dimanche avoir déjoué un attentat majeur à Istanbul, prévu vendredi, le même jour que les attaques de Paris. De son côté, le Premier ministre britannique a déclaré hier que les attaques de Paris auraient pu avoir lieu au Royaume-Uni. David Cameron a dévoilé hier que pas moins de 7 attentats ont été évités au cours des 6 derniers mois dans le pays. À Londres, on retrouve notre correspondante Amandine Alexandre. Les Britanniques sont-ils inquiets après les attentats de Paris ? Alors écoutez, les Britanniques sont inquiets, mais ils ne sont pas surpris parce que déjà samedi, au lendemain donc, des attaques qui ont touché Paris, le Premier ministre David Cameron a affirmé que le Royaume-Uni devait faire face à la même menace que la France, au même niveau de menace. Et d'ailleurs, l'été dernier, au mois de juillet, un grand exercice de sécurité s'est déroulé à Londres pour justement que la police soit préparée à des attaques simultanées contre la capitale, comme à Bombay en 2008 et désormais donc comme à Paris vendredi dernier. Et hier, le gouvernement a d'ailleurs annoncé que des moyens supplémentaires allaient être mis en œuvre, des moyens qui concernent notamment les agences de renseignement. 1500 agents supplémentaires vont être recrutés. Le gouvernement va aussi investir plusieurs milliards de livres dans les services de sécurité spéciaux, les SAS. Donc les Britanniques en fait prennent la mesure de la menace qui pèse sur le pays, mais ils avaient déjà conscience en fait que cette menace terroriste était bien réelle et que le Royaume-Uni fait partie des cibles que l'État islamique est susceptible d'attaquer.
Merci Amandine depuis Londres. Et puis un événement sous haute sécurité se tiendra aujourd'hui à Wembley. C'est un match où s'affronteront amicalement la France et l'Angleterre. On y reviendra dans cette édition. Alors Amandine en parlait, la presse britannique a donc annoncé hier que le Royaume-Uni allait renforcer ses services de renseignement et de sécurité. Mathias, une mesure inédite ? Inédite tout simplement parce que la Grande-Bretagne se sait visée, pour être tout à fait complet. D'ailleurs, la Grande-Bretagne est solidaire avec la France, tout simplement parce que l'équipe britannique ce soir affrontera la France avec les couleurs françaises. C'est assez rare pour le souligner. Alors la Grande-Bretagne se sait visée. La presse britannique a annoncé hier que le Royaume-Uni allait véritablement renforcer ses services de renseignement. Amandine parlait du SAS et l'un des seuls pays avec Israël et les États-Unis, l'Angleterre, a mêlé l'armée avec les services spéciaux. Et donc ce sera 1900 personnes avec au sein du MI5, c'est le service secret intérieur, le MI6, qui sont les services secrets extérieurs, mais également services de surveillance, l'équivalent du 8200 par exemple en Israël, le GCHQ pour être tout à fait précis. Et cette déclaration de David Cameron qui disait nos services de sécurité de renseignement ont empêché quelque chose de grand, 6 à 7 attentats simultanés dans les derniers mois. En gros, pour être tout à fait précis et pour que les gens comprennent ce qu'est le MI5 et le MI6, presque mission impossible avec James Bond réunis. Tout ça, 1900 personnes ensemble. Merci Mathias. Et alors que François Hollande a annoncé une rencontre prochaine, Barack Obama a pris la parole hier pour promettre de redoubler d'efforts pour éliminer Daesh. On écoute le président américain. The terrible events in Paris were obviously a terrible and sickening setback. Les terribles événements de Paris sont terribles et révoltants. Alors même que nous pleurons avec nos amis français, nous ne devons pas perdre de vue les progrès réalisés. Sur le front militaire, notre coalition intensifie ses frappes aériennes, plus de 8000 à ce jour. Nous avons éliminé des dirigeants de Daesh, des commandants, les assassins. Nous avons vu que lorsque nous avons un partenaire solide sur le terrain, nous pouvons repousser Daesh. Voilà, François Hollande l'a annoncé hier dans son discours. Il souhaite une grande et unique coalition pour lutter contre Daesh. Dror, c'est un changement de stratégie internationale en Syrie. Concernant la France, en tout cas, c'est ce que souhaite François Hollande. On va d'ailleurs tout de suite peut-être écouter un extrait du discours hier devant le Congrès où il annonce effectivement ce souhait d'une grande coalition unie contre le Daesh. La Syrie est devenue la plus grande fabrique de terroristes que le monde ait connue. Aujourd'hui, il faut plus de frappes, nous en faisons. Plus de soutien à tous ceux qui se battent contre Daesh. Nous l'apportons, nous la France. Mais il faut un rassemblement de tous ceux qui peuvent réellement lutter contre cette armée terroriste dans le cadre d'une grande et unique coalition. C'est à quoi nous travaillons. Voilà, le problème, Barbara, c'est que la Russie, par exemple, qui est de plus en plus impliquée dans ce qui se passe en Syrie, eh bien, elle ne lutte pas prioritairement contre le Daesh, mais le principal souci de la Russie, c'est de préserver le régime de Bachar el-Assad. Pas Bachar el-Assad l'homme, hein, ça les Russes en font peu de cas, mais le régime syrien. Et dans ces conditions, eh bien, il s'agit pour les Russes de frapper l'opposition syrienne, quelle qu'elle soit. D'ailleurs, ils frappent davantage l'opposition modérée, entre guillemets, que l'opposition islamiste. Donc, il n'est pas question pour les Russes en tout cas de participer à une grande coalition dont le but principal serait d'éradiquer l'État islamique. Même ambiguïté peut-être du côté de la Turquie. Pour les Turcs, le principal objectif c'est bien de lutter contre les Kurdes. Or les Kurdes luttent contre le Daesh. Voilà, et efficacement d'ailleurs. Le souhait de Barack Obama est donc loin d'être exaucé. On peut parler de dissension au sein du G20 ? Au sein du G20, Barack Obama et Vladimir Poutine se sont entretenus longuement d'ailleurs. Hein, c'était un assez long entretien qui a donné lieu à toute une série de spéculations sur effectivement un éventuel rapprochement entre Washington et Moscou concernant la politique à mener en Syrie. Et bien évidemment, celui qui se frotte les mains en ce moment de tous ces revirements et de ces rapprochements, c'est un certain Bachar el-Assad qui voit sa position consolidée, bien évidemment, parce que la lutte contre le Daesh et l'intégration des Russes à une coalition contre le Daesh, c'est pas le cas pour l'instant, on l'a dit, ferait les affaires de l'homme de Damas, c'est évident.
Voilà, et François Hollande qui doit donc rencontrer dans les jours qui viennent Barack Obama et Vladimir Poutine. En attendant, ces nouveaux raids qui ont démarré à l'aube contre le fief de l'État islamique en Syrie, raids français comme hier contre la ville de Raqqa qui continue donc d'être visée par les bombardiers de l'armée française. Gabriel Nola. Deuxième raid aérien en 24 heures. La France a une nouvelle fois frappé massivement Raqqa, le fief de l'État islamique en Syrie. À 1h30 du matin, 10 avions de chasse Rafale et Mirage ont décollé des Émirats arabes unis et de Jordanie pour attaquer Daesh. 16 bombes ont été larguées. Un camp de commandement et un centre d'entraînement ont été détruits. Une opération semblable à celle de la veille. Dans un raid aérien d'une intensité sans précédent, la France avait détruit un poste de commandement, un centre de recrutement et d'entraînement, ainsi qu'un dépôt d'armes et de munitions. Les attaques françaises se font avec la collaboration des États-Unis. Les deux pays ont promis de renforcer leur collaboration dans la région. Ces frappes interviennent quelques jours seulement après les attentats de Paris. La France, déjà engagée dans la coalition internationale contre Daesh depuis 3 mois, a promis d'être impitoyable et d'anéantir le terrorisme. Et les opérations françaises promettent de s'intensifier. Le déploiement prochain d'un porte-avions Charles de Gaulle à proximité de la zone va lui permettre de multiplier par 3 ses capacités de frappe. Voilà, en attendant, à Paris, l'heure est encore au recueillement. On vous retrouve Olivier Lerner, vous êtes dans le 11e arrondissement, vous êtes devant le petit Cambodge et le café du Carillon. Quel est le climat dans la capitale ce matin? Est-ce que les Parisiens ont envie de reprendre une vie normale? Non, on ne peut pas dire ça, Barbara, c'est toujours très triste. J'ai rencontré ce matin quelques personnes qui habitent le quartier, très fréquenté, c'est un quartier très cosmopolite. Et le petit Carillon, le petit Cambodge, le Carillon qui vraiment sont distants de 5 mètres, eh bien, sont très touchés. On voit un parterre de fleurs, c'est très impressionnant. Il y a juste un Franprix à côté qui va rester peut-être encore fermé aujourd'hui, une école et l'hôpital Saint-Louis. Beaucoup de jeunes donc habitent ce quartier. Le petit Cambodge, j'y étais il y a quelques semaines, c'était un très bon restaurant. Un restaurant assis debout où les gens pouvaient commander, donc attendre sur le trottoir ou manger très rapidement le midi. Voilà, ce cœur du quartier, il fallait le connaître. Hein. C'est enclavé ici, on est au cœur du 10e arrondissement. Il fallait vraiment voilà, avoir repéré ces deux endroits très sympathiques, très branchés pour les frapper. Voilà un quartier symbole, on l'a dit, de toute une génération et on l'entend depuis 4 jours, une génération qui refuse d'être abattue, qui souhaite garder la tête haute, qui refuse d'avoir peur. C'est ce que vous entendez autour de vous dans ce quartier ce matin? Oui, tout à fait. Bon, ce soir, heureusement, donc certains concerts finalement vont pouvoir se tenir dans des grandes salles, à Bercy, au Zénith par exemple. Donc on sent effectivement que tout le monde, y compris d'ailleurs le gouvernement, souhaite que la vie reprenne. Les mesures de sécurité annoncées par François Hollande, on va très vite les toucher du doigt dans Paris. Des militaires sont déjà en place, 15 000 en tout dans la France. Des mesures de sécurité donc très importantes qui vont rassurer sans doute les Parisiens et les Français. Mais la question est de savoir si on va pouvoir revivre normalement avec un état d'urgence, avec un état de crise, avec autant de mesures sécurité donc annoncées hier par le président de la République. Merci pour ces précisions, Olivier. Voilà, on va se quitter pour un nouveau point complet sur l'actu. On va se quitter sur ces images, les grands monuments parisiens qui ont affiché hier soir les couleurs du drapeau français. Voici la Tour Eiffel, version bleu, blanc, rouge. Voilà l'hommage aux victimes. Le recueillement se poursuit. On se quitte sur ces images et on se retrouve après un nouveau journal.
Merci d'être avec nous sur i24 News. L'enquête sur les attentats de Paris progresse. 5 terroristes désormais formellement identifiés. Ils sont tous français, tous issus de la même génération que ceux qu'ils ont visés. David Klezewski revient sur leur profil. 7 musulmans extrémistes, 5 ressortissants français et un parcours similaire qui les a presque tous menés en Syrie. Ismaël Omar Moustapha est le premier à avoir été identifié dès le lendemain de l'attaque. Il est originaire de Courcouronnes dans l'Essonne et avait été auteur de plusieurs délits entre 2004 et 2010. 8 condamnations au total pour contentieux routiers, outrage, violence et vol selon Le Figaro. Avant de disparaître dans la nature en 2012, c'est dans la ville de Chartres où il va se radicaliser sans éveiller les soupçons des autorités religieuses, selon le président de la mosquée de Lucé. C'était des gens qui venaient faire la prière comme tout le monde. Non, on n'est pas dans leur tête, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils fréquentent, avec qui ils marchent et tout ça. Ça, c'est à l'État de savoir, c'est pas nous. Les parents et une partie de l'entourage d'Ismaël Moustapha ont été interpellés. Selon des témoins, il avait coupé les ponts avec sa famille. Je ne connaissais même pas son existence, parce que j'ai pu apercevoir, discuter avec les 3 autres frères à plusieurs occasions. Mais en tout cas, le 4e, là, Ismaël, ils n'ont jamais vu. Jamais vu et passé par la Syrie dès 2013. Il n'est pas le seul à avoir rejoint la rébellion djihadiste. Sami Amimour, autre membre du commando, serait lui aussi parti rejoindre l'État islamique en Syrie la même année, en 2013. Il est originaire de Drancy et avait 28 ans. Pour lui aussi, la radicalisation s'est faite dans une mosquée. Cette mosquée de Blanc-Ménil qu'il s'était mis à fréquenter, que les 2 autres jeunes Dranciens qui sont actuellement eux aussi partis combattre en Syrie, a contribué à le couper d'abord de sa famille. Cette mère de famille a vu son enfant lui échapper, elle qui est parfaitement laïque. C'était il y a encore quelques années, un jeune homme bien élevé, poli, sportif. Tous les hommes impliqués n'étaient pas fichés par la police. C'est le cas notamment de l'un des kamikazes du Stade de France, muni d'un faux passeport syrien. Et peu d'informations ont par ailleurs été publiées concernant Ibrahim Abdeslam, français de 31 ans, originaire de Bruxelles, où l'enquête s'est très vite dirigée. Et en pleine lutte antiterroriste, vous le savez, les autorités mènent des perquisitions un peu partout à travers la France. 128 nouvelles perquisitions cette nuit, c'est ce qu'a annoncé Bernard Cazeneuve. Et les quartiers visés sont souvent populaires en agglomération des grandes villes. Ça a été le cas hier en banlieue parisienne, lyonnaise ou encore toulousaine. Mathias, on se pose la question suivante. Les banlieues françaises, zones de non-droit, est-ce un mythe ou une réalité? Écoutez, la question, en tout cas, mérite d'être posée. Difficile d'y répondre. Fox News, la chaîne américaine, ou confrère de la chaîne américaine, s'y était essayé au lendemain des attentats de janvier contre Charlie Hebdo et l'Hypercacher. Vous savez que ces images avaient été raillées, en tout cas la déclaration de Fox News. Je vous propose cette carte, en tout cas. C'est cette carte des zones populaires, des zones de non-droit citées dans la presse et par Bernard Cazeneuve. On voit la région du Pas-de-Calais, de Saint-Denis, où viennent, à l'intérieur de laquelle on trouve Bobigny et Sarcelles, mais également Toulouse du quartier du Mirail, d'où venait Mohamed Merah, et Marseille, Médine-Mouche s'y était, en tout cas, voulait se cacher. Alors, une vie heureuse et une vie tranquille, c'est ce que promet Daesh, c'est ce que tente en tout cas de piocher parmi ces candidats potentiels au djihad, dans ces zones populaires déjà rongées par la drogue et le grand banditisme. Hier, on le sait, les perquisitions ont permis de trouver de la drogue, de l'argent et aussi des armes de guerre, notamment des lance-roquettes dans la banlieue lyonnaise. Des zones non-droit existent-elles ou n'existent pas? En tout cas, Bernard Cazeneuve, lui, il dit qu'elles n'existent pas et surtout, vous allez le voir, vous allez l'entendre surtout, il cite Bobigny, quelques jours avant les attentats. Nous ne tolérons pas et nous ne tolérerons jamais qu'il y ait des zones de non-droit. Il est inacceptable que dans des halls d'immeubles, des cages d'escalier, des places ou des squares, voire des quartiers entiers, des trafiquants s'emploient à confisquer l'espace public. L'État, mesdames, messieurs, est donc pleinement mobilisé pour garantir durablement la sécurité des habitants de Saint-Ouen et de Saint-Denis.
Voilà, 6 novembre, 5 jours avant les attaques. Voilà pour ces déclarations de Bernard Cazeneuve. Bobigny, il en est encore question. Ce matin, on l'a appris dans la nuit, les terroristes y ont loué un appartement pour quelques jours avant les attaques. Oui, Bernard Cazeneuve, le 6 novembre, disait qu'il n'y a pas de zone de non-droit, que la police y opère. Et pourtant, cet homme, Samy Aminour, qui revient avec insistance dans tous les rapports d'enquête, vivait à Bobigny et surtout aurait abrité dans son appartement à Bobigny en Seine-Saint-Denis une partie des commandos. Et pourquoi cela inquiète? Tout simplement parce qu'il avait été mis en examen en octobre 2012, Samy Aminour. Il avait surtout violé le contrat qu'il avait avec la justice, son contrôle judiciaire, l'automne 2013, et un mandat d'arrêt international avait été délivré contre lui. Samy Aminour et les membres du commando, tous passés par la Syrie, tous étaient, en tout cas une partie à Bobigny. C'est une zone de non-droit qui n'existe pas, selon Bernard Cazeneuve. Merci Mathias. Et alors que l'enquête avance, on s'arrête également ce matin sur le rôle des mosquées. Manuel Valls, Bernard Cazeneuve ont redit leur volonté de dissoudre les mosquées les plus radicales en France pour combattre ce terreau islamiste. Un mot subversif a même été utilisé par Philippe de Villiers. Il a parlé de mosquéisation de la France. Récapitulatif signé Gabriel Nolin et on en parle juste après. Les mosquées considérées comme radicales, cibles de la lutte antiterroriste. Au lendemain des attentats qui ont secoué Paris, le gouvernement a déclaré la guerre au terrorisme islamiste. Il veut fermer ces mosquées où seraient tenus des prêches haineux et vecteurs de radicalisation. Une volonté affirmée fermement par les autorités. Il faut, je l'ai rappelé depuis des mois, je l'ai encore rappelé samedi soir, expulser tous les étrangers qui tiennent des propos insupportables, radicalisés contre nos valeurs, contre la République. Il faut fermer les mosquées, les associations qui aujourd'hui s'en prennent aux valeurs de la République. Nous mobilisons tous les moyens de droit et d'investigation, tant pour expulser les imams radicaux que dissoudre les mosquées qui prêchent la haine, assigner à résidence ceux qui doivent l'être et mener des perquisitions chez ceux qui sont particulièrement signalés. Un choix également soutenu et partagé par le chef des Républicains. Quant au lieu de culte, puisqu'on parle salafiste, lieu de culte où il y a de la radicalisation, où il y a des imams qui font des prêches de radicaux, il doit être expulsé manu militari et les lieux fermés. Même son de cloche pour Marine Le Pen, qui ajoute toutefois la nécessité, selon elle, d'expulser les clandestins. Le fondamentalisme islamiste doit être anéanti. La France doit interdire les organisations islamistes, fermer les mosquées radicales et expulser les étrangers qui prêchent la haine sur notre sol, ainsi que les clandestins qui n'ont rien à y faire. Quant aux binationaux participants de ces mouvances islamistes, ils doivent être déchus de leur nationalité. Les mosquées occupent aujourd'hui une place importante dans les discours politiques. Et certains ne font pas la distinction entre celles qui sont dites radicales et les autres. Pour Philippe de Villiers, les attentats seraient le résultat d'une mosquéisation de la France. Si la plupart des personnalités politiques limitent leur condamnation à l'islamisme radical, beaucoup au sein de la communauté musulmane craignent de potentiels amalgames. Voilà, Myriam, fermer les mosquées les plus radicales, l'exécutif en parle depuis les attentats. C'est une décision pourtant difficile à appliquer. Absolument difficile à appliquer, une décision qui était d'ailleurs déjà envisagée avant les attentats. C'est ce qu'a tenu à souligner à de nombreuses reprises le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve. Alors dissoudre les mosquées radicales, c'est aujourd'hui une position qui est encouragée par les instances du culte musulman qui appellent toutefois, bémol, à ne pas pénaliser les fidèles qui sont les premiers donc à fréquenter ces centres. Il va donc falloir surveiller ces mosquées. Il y a des soupçons sur 80 à 100 mosquées sur l'ensemble du territoire français aujourd'hui. Il va falloir surveiller les prêches notamment, mais de nombreux imams aujourd'hui pointent du doigt que leurs mosquées, si elles ne sont en rien radicales, sont parfois le centre de rassemblement de djihadistes potentiels. La radicalisation qui peut se faire pas seulement dans les prêches d'éventuels imams radicaux, mais également parce que c'est un
point de rendez-vous, même si la radicalisation va se faire ailleurs, par le biais d'associations, ou encore, on l'a vu à de nombreuses reprises, par le biais des réseaux sociaux. Et donc la décision de fermeture ne sera pas si facile que ça à prendre. Alors il y a les mosquées, et puis dans les mosquées, il y a évidemment les imams. Qui sont les imams de France? Alors justement, c'est une excellente question, parce qu'il faut souligner que s'il y a aujourd'hui à peu près 2500 mosquées reconnues en France, il n'y a absolument pas de centre de formation, au même titre que pour le christianisme ou le judaïsme, de séminaires et d'instituts français aptes à délivrer des certificats sur la formation de ces imams. Des imams qui en très forte majorité viennent de l'étranger, ils viennent d'Algérie, ils viennent de Turquie, ils viennent du Maroc. Aujourd'hui en France, le Conseil français du culte musulman envoie chaque année une cinquantaine d'étudiants étudier la formation d'imams à Rabat. Et c'est une défaillance grave, parce que si la France veut pouvoir contrôler la formation de ces imams tout en autorisant une parfaite liberté de religion comme la République se doit de le faire, il va falloir davantage contrôler ces formations et pour ce faire, avoir les moyens de le faire. Voilà pour cette question des imams et des mosquées en France. Merci Myriam. Et puis, je vous le disais, autre information de cette matinée, plus de 128 perquisitions menées cette nuit un peu partout en France. Hier, 150 perquisitions avaient déjà été menées dans les milieux islamistes notamment. Selon les autorités, c'est un véritable arsenal de guerre qui a été retrouvé. Même un lance-roquette, on l'a dit, a été retrouvé dans la banlieue lyonnaise. On regarde. Toulouse, Lyon, Marseille ou encore en région parisienne, les forces de sécurité ont mené un véritable coup de filet sur l'ensemble du territoire national. Au total, 168 perquisitions ont eu lieu au domicile d'individus suspectés à différents titres dans 19 départements français. Des opérations conduites dans le cadre de l'état d'urgence décrété par le président français ce vendredi. Des perquisitions qui ont permis l'interpellation de 23 personnes. Pas moins de 31 armes ont été saisies, dont 19 armes de poing, des kalachnikovs ou encore des lance-roquettes. Des perquisitions de grande ampleur en France qui ont mobilisé 1400 policiers. Le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, s'est félicité de ces opérations. À titre d'exemple, un objectif a été identifié dans le département du Rhône, soupçonné de se livrer au trafic d'armes et de stupéfiants et de soutenir la mouvance islamiste radicale. La perquisition a permis la découverte d'une kalachnikov, de 3 pistolets automatiques de munitions et de gilets pare-balles. Dans la continuité et sous la direction du procureur de la République dans un cadre judiciaire, une perquisition a été menée au domicile des parents de l'objectif. Cette opération a permis la découverte de plusieurs pistolets automatiques, de munitions, de brassards de police, de vêtements militaires et d'un lance-roquettes. Et depuis ce vendredi, 104 assignations à résidence ont été prononcées pour les individus faisant l'objet d'une attention particulière de la part des services de sécurité. Le ministre de l'Intérieur a précisé que ce n'était que le début et que ces opérations allaient se poursuivre. Bernard Cazeneuve l'a martelé, les terroristes ne détruiront jamais la République car c'est elle qui la détruira. Et 4 jours après les attentats, les Anonymous déclarent la guerre à l'État islamique. C'est le porte-parole de ce groupe qui l'a annoncé dans un message vidéo. On va parler, Myriam, de cette menace dans un instant, mais avant cela, qui sont les Anonymous? Alors Anonymous, c'est un collectif international, il est situé partout. Vous avez dit le porte-parole, en fait c'est le porte-parole français, puisqu'il y en a aux États-Unis. Collectif, ça veut dire qu'ils ne sont pas organisés, chacun un petit peu fait comme il veut, et donc ils piratent des comptes et des sites internet. Ils se présentent comme des justiciers. Des justiciers sur internet. Alors on l'a dit, comme après les attentats de janvier, ce collectif menace donc de mener une guerre contre Daesh. Oui, alors là encore, la mise en scène de cette menace est toujours la même, Barbara, pour que vous appreniez quelque chose. Il y a toujours un globe vert, voilà, on le voit à l'écran, qui tourne avant de voir apparaître une personne assise à une table portant un masque blanc. On va le voir dans un instant. C'est toujours le même masque avec un sourire figé. Et voilà, on le voit sur place là. Et le discours se veut toujours guerrier vengeur. C'était également le cas hier. On regarde tout de suite. Les Anonymous du monde entier vont vous traquer. Oui, vous les vermines qui tuent les pauvres innocents. Oui, nous allons vous traquer. Comme nous avons pu le faire depuis les attentats de Charlie Hebdo. Attendez-vous donc à une réaction massive d'Anonymous. Sachez que nous vous trouverons et que nous ne lâcherons rien. Nous allons lancer l'opération la plus importante jamais réalisée contre vous. Attendez-vous à de très nombreuses cyberattaques. La guerre est déclenchée. Préparez-vous.
Voilà, donc on voit, en fait, on se dit ça peut être bien dérisoire, hein, ce genre de menace, mais en même temps, il joue sur le même plan que l'État islamique qui recrute et qui mène sa propagande sur Internet. Donc ils parlent la même langue, en fait, et ils ont déjà commencé à agir en donnant à Facebook et à Twitter des centaines et des centaines de noms de djihadistes potentiels dans l'espoir qu'ils bloquent et qu'ils suppriment ces comptes pour éviter qu'ils puissent communiquer entre eux. L'efficacité est quand même remise en doute. Et toujours concernant les nouvelles technologies, cette information, la console de jeux vidéo de Sony, la PlayStation, serait utilisée par de potentiels terroristes pour discuter en toute confidentialité. Rudy, c'est le ministre belge de l'Intérieur qui l'a annoncé. Oui, alors pour l'instant, il faut être prudent parce que c'est plus une piste de réflexion plutôt qu'une véritable information. Mais c'était cette phrase du ministre belge des Affaires étrangères qui a mis la puce à l'oreille. La PlayStation 4 serait plus difficile à surveiller que la messagerie WhatsApp. En clair, la PlayStation 4 serait le meilleur moyen pour les terroristes de communiquer, car en effet, le cryptage y est efficace. Alors comment ça marche en fait? Alors c'est assez simple, Depuis une dizaine d'années, le service PlayStation propose l'option jeu en ligne. En clair, les consoles sont connectées à Internet, ce qui permet aux joueurs donc de jouer comme s'ils étaient côte à côte. Alors en réseau, absolument, ils peuvent jouer, mais ils peuvent aussi communiquer. Et il existe des services, même de messagerie instantanée, de chat, et aussi un moyen même de se parler comme si on se parlait au téléphone. Alors à la base, cela renforce la convivialité, mais en réalité, ça peut être aussi un moyen de communication de choix pour les terroristes. La raison est simple. Sony, pour protéger les données personnelles de ses joueurs, on sait que Sony a été piraté il y a quelques mois avec des numéros de carte bleue, des données personnelles qui ont été volées. Donc Sony a renforcé le cryptage, ce qui finalement protège aussi les terroristes qui pourraient utiliser cette plateforme pour pouvoir communiquer. Ils se laisseraient même des messages sur les murs de ces mondes virtuels et communiqueraient à l'intérieur de ces mondes virtuels. Alors ça ouvre un débat qui est éthique, c'est que les grandes sociétés du web essayent de renforcer la sécurité, la confidentialité de ces joueurs, et au prix en fait de compliquer le travail des services de renseignement. Merci pour ces précisions. On se quitte pour un nouveau journal avec Elsa Mimoun et on se retrouve tout de suite après. Merci d'être avec nous 4 jours après les attentats. L'hommage, évidemment, le recueillement de toute une nation. Une minute de silence observée hier partout en France et au-delà également. Léa Berdugo. Pendant 1 minute, la France s'est arrêtée. Près du Bataclan, l'un des lieux des attaques de vendredi, des bougies, des fleurs sont déposées. L'heure est désormais au recueillement. Plusieurs centaines de personnes se sont tues pendant 1 minute, bras croisés et regards baissés. Je pense aux mamans qui ont perdu la vie. Je pense à celles qui ont laissé des enfants derrière elles. Je pense à tous les parents. Je pense aux parents qui ont perdu leurs enfants. C'est... Pourquoi ? François Hollande a lui choisi l'université de la Sorbonne pour observer cette minute de silence. À ses côtés, le Premier ministre Manuel Valls et plusieurs membres du gouvernement. Un silence ponctué par la Marseillaise, entonnée par les étudiants et l'exécutif. Place de l'Hôtel de Ville à Lyon, ils étaient près d'1 millier de personnes. 1 minute de silence et des applaudissements nourris. Mêmes applaudissements à Toulouse et une volonté de continuer à croire à la liberté. C'est bouleversant. Enfin, moi, aujourd'hui, j'ai juste 20 ans et j'ai vraiment l'impression que on frappe fort sur ma génération et ça devient d'un coup très lourd de porter ces 20 ans. Et c'était une façon de montrer qu'on continuera à être libre et à profiter de tout ce que ce pays peut nous offrir comme liberté. Les hommages proviennent du monde entier. À Antalya, les dirigeants du G20 se sont recueillis ensemble avant de saluer un par un Laurent Fabius, ministre français des Affaires étrangères. Les députés espagnols se tenaient debout devant le Congrès à Madrid. En fond sonore, la Marseillaise jouait Ironie du sort au Carillon, nom de l'un des lieux des attaques. Voilà, ironie du sort au Carillon. On se dirige précisément vers ce bar du Carillon où vous retrouve Olivier Lerner dans le 11e arrondissement de Paris. Alors on l'a vu, le recueillement hier pendant cette minute de silence. Recueillement encore et toujours dans ce quartier ce mardi matin.
Absolument, recueillement et tristesse. Le carillon est sur ma gauche, le petit Cambodge est sur ma droite. Le carillon était connu pour ses jambons beurre, ses charcuteries, ses fromages et ses moments de détente en fin de journée, ses happy hour. Et le petit Cambodge avec ses spécialités cambodgiennes, il est dans tous les guides ce resto. C'est ce qu'on appelle un petit resto de quartier. Parce que pour les trouver ici, il faut y avoir pensé. Il faut connaître un petit peu ce quartier du 10e arrondissement pour vouloir absolument donc canarder, mitrailler ces jeunes pour la plupart. C'est un quartier très ouvert où on marche, on vient ici à vélo. Il y a une école juste à côté, il y a un hôpital, c'est l'hôpital Saint-Louis. Bref, c'est un quartier vivant avec énormément d'habitants de différentes nationalités. C'est très cosmopolite, c'est très sympathique et c'est très festif. Les terroristes n'ont pas frappé ici par hasard. D'un point de vue de sécurité, Olivier, on voit peu de policiers finalement derrière vous ce matin, on le sait. Pourtant, les forces de sécurité sont en alerte maximale. Dispositif Sentinelle qui doit être mis en place jusqu'à ce soir au plus tard. Oui, tout à fait. Alors, beaucoup de policiers en civil circulent dans Paris. Ça, j'en ai eu la confirmation hier par plusieurs sources. L'armée va se déployer. On va aller voir les militaires. Eux ne vont pas se cacher. Ils sont armés jusqu'aux dents, facilement reconnaissables, en tenue de treillis. Donc, les mesures de sécurité annoncées hier par le président François Hollande vont très vite se mettre en place. Toute la question maintenant est de savoir si effectivement Paris va supporter la durée. Parce qu'on est parti pour une durée de 3 mois, voire de 6 mois, c'est une durée, c'est un contrat à durée indéterminée pour l'instant. Donc toute la question est de savoir si effectivement Paris va supporter cet état d'urgence, cet état de crise, parce que Paris ne serait pas Paris si on ne retrouvait pas enfin une vie normale. Mais ça ne va pas être facile, ça. Merci Olivier. Depuis donc le 11e arrondissement de Paris, on vient de le voir, le monde entier a rendu hommage aux victimes françaises. Et dans ce concert d'hommage, un ton qui détonne, ce coup de gueule dans une partie du monde arabe. Il dénonce le 2 poids, 2 mesures face à la désolation après les attentats de Paris. Betsabé. Oui, le monde donc ne penserait qu'à Paris en fait. On pleure, la communauté internationale pleure, précise, regardez à la légende de ce dessin, une communauté internationale qui pleure en regardant la France tout en tournant le dos à une Syrie qui, elle, est en fin de vie et qui appelle à l'aide. Caricature signée Omaya Jocha, dessinateur palestinien renommé. Un zoom médiatique aussi, regardez, un zoom médiatique sur la Tour Eiffel, regardez, tandis que les villes de Beyrouth, Damas et bien d'autres sont quotidiennement ou presque bombardées. Alors toutes les villes importent, s'exprime cet autre dessin, regardez, Paris 13 novembre 2015, Palestine 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. L'image est publiée sur le site pro-palestinien Free Palestine. Alors on minimise même la blessure française s'il le faut. Regardez la caricature du dessinateur de presse Ala Al-Loukta. Une seule flèche qui plus est dans le dos d'un homme, on va dire, bien portant, suivi par un Palestinien maigrichon. Le dos, lui, plein de flèches et qui brandit à contre-cœur presque. Nous refusons le terrorisme à Paris. Illustration évidente donc de cette humiliation arabe, de ce ressentiment. Une France donc qui ne regarde pas ailleurs, qui est aveugle et qui a refusé de voir il y a 20 ans, dès dimanche, en effet, dans la presse quotidienne algérienne, eh bien, les éditorialistes rappellent que l'Algérie, elle, et ses 200 000 victimes dans les années 90, s'était retrouvée seule de son côté face aux islamistes armés. Et pourtant qu'à cette époque, elle avait averti la communauté internationale que le terrorisme, ça n'était pas seulement un fléau algérien, mais que ça a touché toute la communauté internationale. Édito d'Omar Bel ou chez le directeur du quotidien El Watan. Alors cette France qui a refusé de voir, eh bien, est comme punie finalement. Regardez, la ville lumière est dans le noir. C'est un dessin paru dans la presse algérienne, justement, dans le journal Liberté. Alors indignation d'autant plus forte parfois que c'est bien de sa faute si la France est attaquée à présent. Un autre dessin qu'on a beaucoup vu dans la presse, regardez, la France qui alimente, on voit François Hollande qui alimente le feu du démon Daesh en versant de l'essence sur la Syrie, pas moins, dessin signé Carso Latouf, arabo-brésilien. Et une indignation qui a surgi, Betsabé, aussi au Liban, après les attentats de Beyrouth, 2 jours à peine avant ceux de Paris, notamment un cri contre Facebook qui a oublié les Libanais
pour ce peuple. Exactement. Alors, on se rappelle que dans les heures qui ont suivi les attentats de Paris du 13 novembre, Facebook a mis en ligne un service permettant de signaler à ses amis qu'on est en sécurité, Safety Check. Alors, or, la veille, eh bien, Beyrouth était touchée par l'attaque terroriste la plus meurtrière qu'elle ait connue depuis la guerre civile. Attaque revendiquée, elle aussi, par Daesh. Bilan 43 victimes, 239 blessés. Alors, 2 poids, 2 mesures. En tout cas, les Libanais se sont plaints sur Twitter. Regardez, ils auraient bien aimé aussi avoir leur propre safety check. On est énervé que le peuple de Beyrouth n'ait pas pu se notifier en sécurité lui aussi l'autre jour. Ou encore l'indignation mondiale et sélective. Voilà quelque chose qui est triste mais réel. C'est le Twitter d'après que vous allez voir tout de suite. Et puis enfin, on peut lire « Paris est une tragédie, mais Beyrouth est une tragédie aussi. Et le fait que Beyrouth intéresse moins est une tragédie. » Alors on note que Facebook a fait savoir qu'il étendrait son service. Samedi, le fondateur et PDG de la compagnie Zuckerberg a déclaré sur son propre compte avoir pris en compte ces critiques légitimes. Safety Check sera désormais disponible dans les cas de désastres humains. Voilà une notion un peu plus globale. Voilà pour cette dénonciation du monde arabe face à ce 2 poids, 2 mesures. Et puis 4 jours après les plus terribles attentats que la France ait jamais connus, les économistes peinent encore à déterminer leurs conséquences. Une menace terroriste désormais tangible aura-t-elle un impact sur le comportement des ménages et des entreprises? Élément de réponse avec Johanna Citruc. Les terrasses des cafés sont vides, les rideaux des grands magasins baissés et les principaux sites touristiques fermés. Véritable symbole de Paris, la Tour Eiffel n'accueillera aucun visiteur jusqu'à nouvel ordre. Depuis les attaques meurtrières de vendredi, la capitale est sous le choc. Du coup, tout était fermé aujourd'hui sur Paris. Donc on ne peut pas aller dans les magasins, on peut se balader, mais Paris est très vide. Et malheureusement, voilà, la vie s'arrête un petit peu. Une vie au ralenti qui ne sera pas sans conséquences sur l'économie française. Partagée entre le chagrin et un sentiment d'insécurité, les Français n'ont pas le cœur à se déplacer, à consommer, ni même à investir. Les commerçants qui ont ouvert leurs portes ce week-end n'ont presque rien vendu. Les marchés de rue ont même été interdits. Non, ce matin, c'est pas comme d'habitude. On a vu, quand je suis arrivé ce matin à 5 h, le poissonnier était en train d'installer. Je suis retourné travailler et puis en retournant sur la place, puis aucun commerçant, rien du tout. Tout le monde avait remballé et c'est la première fois que je vois cette place aussi vide. Comme ce marché, beaucoup d'autres lieux publics ont dû garder porte close, dont un grand nombre de sites culturels, des musées, aux salles de spectacle, en passant par plusieurs cinémas et parcs d'attractions. Pour les étrangers présents dans la capitale, les vacances ont un goût amer. On a vu que tout était fermé, alors on ne sait pas quoi faire. Et c'est bizarre parce que c'était notre premier jour à Paris. Nous sommes arrivés samedi et on ne savait pas ce qui s'était passé. On est vraiment, vraiment désolés. Des touristes qui pourraient être moins nombreux dans les semaines à venir. Plusieurs tours opérateurs proposent aux voyageurs de reporter ou d'annuler leur séjour dans la capitale. Après les attentats du début d'année, la fréquentation des hôtels parisiens a plongé, moins 9% entre le 8 et le 18 janvier. Le secteur représente pourtant plus de 7% du PIB. Et face à ces recettes qui risquent de diminuer, plusieurs dépenses s'apprêtent, elles, à augmenter, notamment sur le front sécuritaire. Les armées ont dégagé 1000 militaires supplémentaires, essentiellement en Île-de-France, qui patrouilleront dans Paris dans les prochains jours, comme l'a indiqué le président de la République. Aux États-Unis, les pertes liées au 11 septembre 2001 sont estimées à 80 milliards de dollars. Autrement dit, moins de 1% de son PIB au moment des faits. Des pertes limitées grâce au gouvernement qui n'avait pas hésité à stimuler l'économie afin de relancer la consommation. Comme les États-Unis, la France fait partie des principales puissances mondiales. Les répercussions du terrorisme sur sa croissance devraient donc s'avérer négligeables. C'est en tout cas ce que prétendait l'agence de notation Moody's dans une étude publiée début octobre. Et 4 jours après les attentats, premier grand rassemblement sportif pour la France. Ce soir, la sélection nationale va affronter l'Angleterre pour un match amical. Le prince William a annoncé qu'il va bel et bien assister au match par solidarité avec le peuple français. Un match, Rudy, sous
haute sécurité. Oui, et c'est tout sauf un match de foot auquel on va assister ce soir, mais plus à une grande réunion européenne d'amitié, une communion entre les deux frères ennemis du sport qui habituellement adorent se détester, mais ce soir le mot d'ordre est à la solidarité, l'unité entre deux peuples qui partagent les mêmes valeurs, et les Britanniques ont prévu un hommage à la hauteur du drame qu'ont vécu les Français. Les joueurs de l'équipe de France se sont entraînés par exemple hier soir dans un Wembley bleu, blanc, rouge avec écrit sur la façade la devise républicaine, liberté, égalité, fraternité. On attend de vivre un moment très fort ce soir à l'entrée des joueurs avec un tifo aux couleurs du drapeau français organisé par les Britanniques, et puis avec une Marseillaise que le public devrait reprendre en chœur. Le Télégraphe a même publié en une les paroles pour que le public présent ce soir puisse les chanter. Autre signe de solidarité, c'était hier en conférence de presse, les journalistes britanniques ont offert un bouquet de fleurs à Didier Deschamps, comme vous pouvez le voir, et sur les 20 questions que les journalistes ont posées, aucune n'a porté sur le football. Didier Deschamps a dit qu'il était plus fier que jamais de porter les couleurs de la France, et Hugo Lloris, le capitaine gardien de but, lui s'attend à un grand moment de solidarité. Je vous propose de l'écouter. I think the only power that we can have it's to play football, try to escape people during 1 hour 30 during a game, and of course there will be a lot of emotion from us, from players, but as I said, we are in London, we are in England, and we know that English people are very respectful, and obviously will be a great moment of solidarity. Voilà, alors évidemment c'est en anglais dans le texte, même si le joueur est français, mais il joue en Angleterre. Il a dit en gros, la meilleure des choses que nous puissions faire, c'est de jouer au football, de distraire les gens pendant 1h30, mais nous sommes à Londres et on sait que le peuple anglais est un peuple très respectueux, et que ce soir sera un grand moment de solidarité. Sur le plan de la sécurité, on le disait, pas de menaces qui planent sur ce match? Alors avant de maintenir le match, les autorités se sont tournées évidemment vers les services de renseignement, les services secrets britanniques, qui ont assuré que la rencontre n'était pas menacée. Cela dit, la sécurité sera bien évidemment renforcée. À noter, à contrario, que le match amical entre la Belgique et l'Espagne qui devait se tenir, lui, a été annulé en raison d'un risque probable d'attentat. La Belgique qui a élevé son niveau de sécurité de 2 à 3, c'est-à-dire niveau grave sur une échelle de 4. Donc voilà, côté de l'Angleterre, on jouera quand même ce soir, et on jouera surtout pour les victimes de ces attentats. Voilà, et on jouera aux couleurs de la France. On le voit à Wembley, bleu, blanc, rouge, avec la devise de la France. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, un nouveau point complet sur l'actualité, la suite de nos éditions spéciales consacrées aux attentats de Paris. Merci de votre attention, de votre fidélité à i24 News. Je vous souhaite de passer une belle journée. Je vous dis à demain. Portez-vous bien.